Mesdames et messieurs, bonjour. Voilà, c'est la dernière séance, comme dirait l'autre, de cette série de cours sur le thème de la chimie biologique aux biotechnologies, mais vous voyez que ce domaine est absolument immense. Probablement, je continuerai l'année prochaine sur ce même thème, mais je me focaliserai sur les problèmes énergétiques et je regarderai donc ce lien entre chimie biologique et biotechnologie autour des grandes questions des nouvelles technologies de l'énergie, la bioélectrochimie, les bioélectrocatalyseurs, la biomasse, les biocarburants, enfin, etc. etc. Je vais, pour cette dernière séance, revenir sur ce qui est sans doute ma molécule préférée, c'est-à-dire la protéine, pour laquelle j'ai déjà dit beaucoup de choses, et je voudrais revenir sur certains aspects et peut-être essayer, sur la base de ce qu'on a dit de l'ingénierie enzymatique, de la modification et l'optimisation des protéines, essayer de dégager un certain nombre de tendances et peut-être aussi de voir en quoi ces technologies d'évolution dirigée, c'est-à-dire in vitro, peuvent nous dire des choses aussi sur la nature même de ces objets, les protéines, et peut-être même de ce qu'est l'évolution naturelle. Donc je vais parler de cela et en vous montrant finalement quelques exploits de l'ingénierie enzymatique pour terminer aussi. J'en ai montré un certain nombre. Et puis, je suis très heureux de faire suivre mon cours d'un séminaire qui va nous parler de quelque chose qui est très très important, c'est comment on peut essayer d'aller plus loin que les objets qu'on connaît déjà et d'aller vers la biodiversité, cette source immense de molécules, petites ou grosses. Et donc, c'est Véronique de Berardinis, qui est à l'Institut de génomique au Génoscope à Évry, qui m'a fait l'honneur de donner un séminaire dans le cadre de cette dernière séance. Voilà. Alors, les objets dont on parle à nouveau, ce sont ces protéines. C'est des objets absolument magnifiques, d'ailleurs qu'on représente toujours de façon très 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 belle. Vous voyez, avec des hélices, ici il n'y a pas de feuillet bêta, mais c'est pas grave. Des couleurs différentes, enfin c'est tout à fait beau. Ce sont des objets qui existent, sur lesquels on travaille, mais celles qui existent sont le fruit d'une évolution sur plusieurs milliards d'années qui ont conduit à ces protéines qu'on a dans les différentes cellules de la biodiversité, des eucaryotes jusqu'aux prokaryotes. Mais évidemment, ces protéines sont optimisées pour quelque chose de très très particulier, qui est l'homéostasie cellulaire. Évidemment, ce ne sont pas des protéines qui sont optimisées pour une application comme celle que l'ingénierie enzymatique ou l'ingénierie métabolique vise. Ce qu'on essaye de faire à partir de ces protéines, parce qu'on part de l'existant, et vous allez voir que, enfin, je vais redire qu'on ne peut pas faire autrement que de partir de l'existant, eh bien, ce qu'on essaye, c'est d'inventer des nouvelles protéines. Et pour ce faire, évidemment, on ne les invente pas pour le plaisir, ça je l'ai dit à plusieurs reprises, on les invente parce qu'on a des objectifs précis, et y compris, peut-être à plus long terme, dans des applications industrielles très, très importantes. Donc, c'est des protéines qu'on veut optimiser, évidemment, pour améliorer peut-être certaines réactions qui sont naturelles, mais aussi pour les utiliser dans des réactions non naturelles et aussi dans des conditions non naturelles, solvants organiques, température, pression différentes, enfin, etc. etc. Et donc là, on utilise, comme vous le savez, cette ingénierie enzymatique, cette évolution non naturelle avec tout un tas de technologies. Et comme vous le savez maintenant, on le fait de préférence à grande vitesse, à haut débit, parce qu'on veut avoir à disposition un grand nombre d'objets mutés pour lesquels on va pouvoir étudier des activités. Mais en faisant cela, on fait de l'évolution qui peut ressembler à l'évolution naturelle, et évidemment, on le fait en accéléré. Et donc,
ces dernières années, les chercheurs qui travaillent dans ce domaine se sont posé la question sur que peut-on apprendre de cette évolution naturelle, enfin de cette évolution en accéléré, de l'évolution naturelle des protéines, et donc de ce qu'est cette nature profonde des protéines. Alors, je reviens pour redire les choses, pour insister, et puis aussi je montre 2-3 choses que j'ai déjà montrées dans les cours précédents, pour ceux qui ne seraient pas là et pour pouvoir suivre l'ensemble de ce cours. Donc l'ingénierie enzymatique, ça consiste de viser un produit. La question, c'est que, connaissant un produit, est-ce qu'on peut définir l'enzyme? Alors ça, déjà, c'est très difficile. Ce n'est pas parce que vous avez un produit cible que vous connaissez l'enzyme exacte qu'il faut. Encore que si ce produit n'est pas très éloigné d'un produit naturel, évidemment, vous allez prendre l'enzyme qui est responsable de la production de ce produit dans la nature. Mais il se peut que cette enzyme cible soit quelque chose de plus compliqué, et le problème, comme vous le savez et que je l'ai déjà dit, c'est que nous sommes aujourd'hui totalement incapables de définir une enzyme par sa séquence. C'est-à-dire, en gros, la démarche consistant à dire j'ai besoin d'un produit, donc j'ai besoin de cette enzyme, donc il me faut cette séquence. Ça, c'est quelque chose qui est totalement impossible aujourd'hui. Nous ne savons pas écrire la séquence qui va conduire à une protéine qui va faire la chose qu'on désire. Et même aujourd'hui, c'est-à-dire une vraie invention d'enzymes, et même les outils qui sont très développés informatiques, essayent de répondre à cette question, mais aujourd'hui on ne sait pas introduire un produit, éventuellement une structure, et en déterminer la séquence d'acides aminés. Alors donc ce qu'on fait, comme vous l'avez vu et que j'ai exprimé tout au long de ces cours, c'est qu'on part de systèmes existants et on le modifie. Alors on peut le faire à travers une approche rationnelle qui est toujours plus sympathique, avec toutes les méthodes de mutagénèse dirigée. J'évoque ici les enzymes artificielles, mais j'en ai absolument pas parlé. Mais il est possible que l'année prochaine j'évoque ces thèmes-là. Mais le problème de ça, c'est qu'on est quand même très limité. On est très limité parce que là aussi, à la fois sur le plan conceptuel, on essaye de relier un site existant à une cible, et le chemin qu'on a à mener pour transformer cette protéine existante en cette enzyme cible n'est pas absolument évident. Par ailleurs, ce sont des méthodes qui peuvent être assez lentes, et là, on ne va pas produire suffisamment de mutants pour aller très loin. Et donc, c'est toute cette approche que j'ai évoquée tout au long des cours, de mutagénèse aléatoire, d'évolution dirigée, et où là, évidemment, on est dans une approche de type irrationnel, d'une certaine façon, parce qu'on ne se préoccupe pas de savoir où vont aller les mutations. D'ailleurs, comme je l'ai déjà dit, que je vais remontrer à nouveau, ces mutations parfois tombent à des endroits totalement inattendus. Et donc, grâce à ces technologies de mutagénèse aléatoire, qui consistent en des répétitions de cycles de mutagénèse, en l'expression de banques de gènes mutés et ensuite en criblage de banques d'enzymes, c'est toujours la même démarche, eh bien, on peut produire une très grande quantité, une énorme quantité de mutants. Et là, on est vraiment dans une évolution qui est, sur un très court temps, une évolution qui peut ressembler à l'évolution naturelle. Voilà, alors je rappelle juste, alors ça c'est des choses que j'ai déjà montrées, quelles sont les technologies. Il y en a, enfin je résume les choses, il y a tous les dérivés de ces technologies, mais je résume à nouveau. Ces technologies, il y a 3 méthodes. Il y a la méthode de mutagénèse aléatoire, donc PCR pro-erreur. Enfin, je cite au début des années 90. Ici, je cite Frances Arnold, et j'aurai l'occasion de... En gros, je vais beaucoup parler des travaux de Frances Arnold au cours de cet exposé. Donc, ça consiste à utiliser
la déficience de certaines polymérases pour introduire des gènes, des mutations pardon, dans des gènes. Alors prenons ce schéma ici, vous voyez, vous avez un gène, vous introduisez tout un tas de mutations, donc vous avez une banque de gènes mutés. Vous traduisez l'information génétique, c'est-à-dire vous transformez ces gènes en protéines, donc en enzymes. Donc vous avez une banque d'enzymes mutées et vous sélectionnez, vous criblez cette banque à l'aide d'un test enzymatique qui mesure l'activité que vous désirez. Et puis vous sélectionnez le meilleur mutant. Et puis à partir de là, vous savez que ce mutant correspond à ce gène-là. Et si vous voulez encore améliorer, eh bien vous reprenez ce gène et vous faites plusieurs cycles et vous introduisez de plus en plus de mutations. Donc ça, c'est le principe. Lorsque vous avez trouvé des points chauds, c'est-à-dire des points importants dans la protéine qui confèrent cette activité améliorée ou cette activité nouvelle, eh bien là, vous introduisez les 20 acides aminés dans tous ces points-là pour continuer à améliorer le système. Et puis enfin, vous avez cette troisième méthode, DNA shuffling ou brassage génétique, qui consiste à prendre des banques de gènes. Donc vous voyez, par les méthodes précédentes, vous avez des banques de gènes mutés, vous les fragmentez et vous les recombinez, et donc vous avez une possibilité tout à fait importante de produire des gènes mutés. Voilà. Et là, pareil, il faut, à partir de ces nouvelles banques de plus en plus grandes, traduire et puis tester. Alors, pour cette réflexion-là que je veux amener sur la façon dont les protéines s'adaptent et évoluent par rapport à une activité ciblée, je vais me cantonner, et c'est pour ça qu'on va rester sur les cytochromes P450 et notamment sur le fameux cytochrome P450 BM3 qui a été très étudié par beaucoup de laboratoires, mais qui a été étudié en particulier par Frances Arnold aux États-Unis. Et donc, je vais discuter du problème de la transformation des liaisons carbone-hydrogène, c'est-à-dire la valorisation des alcanes. C'est un très très grand sujet pour l'industrie, et en particulier, par exemple, comment transformer le méthane en méthanol, qui est un enjeu important. Le méthane étant évidemment une source de carbone très importante et le méthanol étant une légère transformation et en même temps très difficile, parce qu'introduire le méthane est une molécule extrêmement stable et introduire un atome d'oxygène dans le méthane, c'est difficile, mais ce faisant, on produit du méthanol qui, à ce moment-là, devient un produit tout à fait important pour l'industrie chimique. Donc là, il y a des enjeux très importants. J'ai évoqué le fait, mais là, je ne parlerai pas du tout de ça, d'une classe d'enzymes qui s'appelle les méthanes monooxygénases qui existent dans la nature. Je crois avoir déjà évoqué cette enzyme très brièvement au cours il y a quelques années. Ce sont des systèmes assez fascinants. Là, on va rester sur les cytochromes P450 pour faire ces réactions-là. Je veux juste prendre un exemple pour démarrer. Et vous voyez, c'est un système assez récent. Donc, c'est la synthèse de cette molécule, vous voyez, le 1,4-butanediol. Alors, pourquoi c'est intéressant de synthétiser cette molécule ? Parce que c'est un produit important de l'industrie chimique, de la chimie des polymères, de la chimie fine, de la chimie pharmaceutique. Et jusqu'à présent, cette molécule, elle est faite à partir de la pétrochimie et également à partir de processus à haute température, haute pression. Il faut plusieurs étapes, etc. Donc on est typiquement là dans le cas, et il y en a un nombre infini de tels cas, de réactions industrielles qu'il faut remplacer dans cette perspective de chimie verte à laquelle on invite tous les chimistes de synthèse. Chimie verte qui consiste, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais il faut le redire, pas simplement pour faire de la publicité à la chimie, mais tout simplement parce que là, il y a des enjeux extrêmement importants pour l'environnement, pour l'industrie, et donc il faut inventer d'autres procédés. Et l'idée, c'est effectivement passer un procédé vert à partir du butanol, parce que le butanol est un produit qui peut être généré par fermentation en utilisant des micro-organismes. Et ensuite, il s'agit, vous voyez, le butanol, c'est ça,
Vous voyez la différence entre ces deux molécules, ici un hydrogène, ici un OH, donc il faut introduire un atome d'oxygène ici, donc on est dans une problématique d'hydroxylation, enfin d'incorporation d'un atome d'oxygène sur un méthyle, qui est particulièrement non réactif, en bout de chaîne. Alors assez curieusement, si on regarde les cytochromes P450, il y a des cytochromes P450 qui sont capables d'oxyder des alcanes linéaires, mais il n'en existe pas qui sont capables d'oxyder un CH3 sur un alcool linéaire. Et donc il y a eu un travail pour essayer de trouver de tels systèmes. Alors, je vais très rapidement raconter cette histoire. Donc, il y a un cytochrome P450 de cet organisme, Sphingomonas, qui a été élaboré pour faire cette transformation. Donc, vous voyez, transformer du butanol en butanediol. Alors, voilà, à nouveau, la démarche, hein, vous la connaissez, mais c'est pour à nouveau préciser comment on travaille. Ici, ce P450, enfin, il faut un test de criblage. Je vous le montre parce que j'en ai assez peu montré. Mais ici, vous voyez, on part de quelque chose qui ressemble au substrat, qui est le 2-méthoxyéthanol. Donc, vous avez un CH3 ici qui est un peu plus facilement oxydable, mais c'est une molécule qui ressemble au substrat, et à ce moment-là, les mutants sont testés pour la capacité d'introduire un atome d'oxygène ici. Vous voyez, ce groupement-là est fragile, il s'hydrolyse en cette molécule, et en formaldéhyde. Et le formaldéhyde, si vous avez un réactif du formaldéhyde, vous créez un colorant, et donc vous suivez la production de ce colorant. Et si vous formez ce colorant, c'est que vous avez fait du formaldéhyde, et donc vous avez fait cette transformation. Bon. Voilà. Et donc, il y a eu les travaux de mutagénèse aléatoire classique. Donc, il y a eu 11 points chauds qui ont été déterminés. Sur ces 11 points chauds, il y a plusieurs milliers de clones qui ont été testés par remplacement, par introduction de tous les acides aminés à cette position-là. Et avec relativement peu de modifications. Donc, il y a un P450 qui est capable de faire ça. Et vous voyez ici, donc vous avez le LEM. Et ici, vous avez le substrat. Dans cette structure, vous voyez que le substrat il s'accroche d'une façon totalement incompétente pour la catalyse, parce que l'alcool, la fonction alcool s'accroche au fer, et donc c'est là qu'il faut oxyder, et là c'est trop loin. Donc ce n'est pas du tout organisé pour ça. Donc en touchant, sans réfléchir à nouveau, de façon irrationnelle, mais là on tombe sur des mutations qui sont dans le site actif, en touchant à ces acides aminés, les deux isoleucines ici, à la fois en introduisant une méthionine et pour le 82 une tréonine, c'est-à-dire en transformant ce site qui est quand même significativement hydrophobe en un site légèrement plus hydrophile, et bien à ce moment-là, vous voyez, on passe à des mutants qui donnent de la couleur ici dans cette réaction, donc des mutants actifs. Donc on est passé d'un P450 qui est incapable de faire ça à un P450 qui marche. Et en fait, des structures aux rayons X ont montré que par l'introduction de ces petites modifications, on a un retournement du substrat. C'est-à-dire que par introduction de modification dans cette partie-là du site actif, vous voyez, la fonction alcool est là, elle était là tout à l'heure, on la voit ici, vous voyez, elle était fixée au fer, elle ne l'est plus, et à ce moment-là, le méthyle qui doit être oxydé est proche du fer. Alors, ici, c'est un cas où on aurait pu ne pas faire de mutagénèse aléatoire, puisque peut-être qu'en réfléchissant un peu, on aurait modifié des acides aminés autour ici. Bon. Voilà. Donc, je reviens maintenant, et je ne m'en éloignerai plus jusqu'à la fin, je reviens au cytochrome P450BM3. Je rappelle à nouveau, pour qu'on sache de quoi on parle, vous savez, c'est ce cytochrome qui est une seule protéine qui contient à la fois un site de fixation du réducteur, le NADPH, qui contient un domaine FAD, que vous voyez ici, un domaine FMN, qui est ici, et la partie héminique P450 qui est ici. Et le transfert d'électrons se fait, je l'ai déjà expliqué, je n'en parle pas, de modifications conformationnelles assez lourdes qui permettent aux électrons d'arriver dans ce domaine, de celui-ci d'interagir avec le second, de transférer des électrons sur cette flavine ici, et cette flavine ensuite de transférer des électrons
à l'EM qui est présent dans le P450 par un mécanisme. Là encore, il n'est pas nécessaire d'y passer plus de temps, mais vous le connaissez. Il y a une poche essentiellement hydrophobe, et c'est particulièrement le cas pour BM3, vous allez le voir, une poche hydrophobe qui permet de fixer le substrat. Il y a une tréonine ici, vous voyez, qui n'est pas hydrophobe, mais qui est très importante dans l'activation de la molécule d'oxygène, puisqu'à un moment donné, il faut des protons et une cassure hétérolytique de la liaison oxygène-oxygène, et cette tréonine joue un rôle extrêmement important. Mais bon, je crois l'avoir dit suffisamment dans les cours précédents, et puis de toute façon, vous pouvez accéder à ce mécanisme très facilement dans n'importe quel site P450 Internet. C'est des mécanismes qui sont maintenant très classiques. Revenons à ce fameux cytochrome P450 BM3, et qui est assez bien connu. Vous voyez l'EM, cette cystéine, j'y reviendrai à la fin complètement de mon cours, cette cystéine 400 là, qui fixe, qui est ligand du fer. Et puis vous avez tout un tas de résidus qui assistent la fixation d'un substrat. Alors dans ce cas précis, ici c'est la même figure un peu tournée, et vous voyez ce substrat est un substrat un peu particulier. C'est un acide gras. Donc la fonction de ce cytochrome, c'est d'oxyder sélectivement des acides gras. Et là, c'est toute une série d'acides gras substrats. Et comme vous pouvez le voir, enfin je vous le dis, parce que cette table n'est pas très agréable à lire, mais comme vous voyez, ici, les activités, pour l'essentiel, sont dans les acides gras qui n'ont pas de double ou de triple liaison, donc qui sont complètement saturés. Donc c'est des acides gras saturés. Et ce que vous observez, c'est que vous faites de l'oxydation sur ces 3 derniers carbones. Donc cette enzyme sert à fixer de tels acides gras qui sont présents en particulier dans les membranes et de faire des oxydations de ce substrat sur les carbones ici. Et c'est pour ça que, vous voyez, cette molécule est orientée de cette façon-là pour présenter au cytochrome P450 ces carbones-là. Ici, c'est un peu plus hydrophile. Vous voyez, il y a une arginine, il y a une tyrosine, parce qu'en bout de chaîne, c'est un acide. Hein, donc en bout de chaîne, vous avez une fonction carboxylate. Bon. Donc tout ça est bien organisé pour faire cette chimie-là. Alors, l'objet ici, c'est de voir comment est-ce qu'on peut, et peut-être un jour aller jusqu'au méthane, hein, mais est-ce qu'on peut utiliser un cytochrome P450 pour oxyder des petits alcanes. Et donc là, c'est une démarche, vous voyez, qui a démarré dans les années 2000 et qui va durer jusqu'à il y a quelques années, jusqu'en 2012-2013, pour les résultats les plus importants. Et donc c'est une démarche ici de mutagénèse aléatoire, à nouveau, et la pression sélective se fait sur de l'octane. Vous allez comprendre pourquoi, parce que si on démarre tout de suite sur propane, ça ne marche pas. Les tentatives qui ont été faites pour dire je mets du propane et je fais de la pression sélective sur propane, ça ne marche jamais sur ce type de P450. Par contre, si vous tapez intermédiairement sur un alcane plus court, mais pas trop court, comme l'octane, à ce moment-là, vous pouvez démarrer une évolution. Et donc, il y a une première série donc, de cycles de mutagénèse, et les chercheurs sont arrivés à un premier mutant qui avait 11 mutations. Alors, ça, c'est une première, je l'ai déjà dit, mais j'insiste, à nouveau, c'est une première, et j'y reviendrai aussi un peu plus tard, c'est une première remarque extrêmement fondamentale qu'on a vue tout au long de ces cours, c'est que, excusez-moi, je me répète, mais par cette technologie-là, on optimise les protéines en faisant des mutations très loin du site actif. Tout à l'heure, avec le butanediol, je vous ai montré des mutations très importantes, bénéfiques au niveau du site actif, mais là, on est très très loin du site actif. Les 11 mutations, vous voyez, ce sont ces petites boules grises, là, et à part une seule mutation, qui est cette valine 78 en alanine, qui est là, très proche de l'EM, toutes les autres mutations sont très loin. Et donc ça, c'est une information extrêmement importante qui nous indique que
probablement, c'est un des aspects qui fait que ces protéines que les protéines, donc la protéine est un objet tout à fait particulier, c'est que sa nature même, sa structure même, sa flexibilité et donc son adaptabilité dépendent de finalement la capacité de modifier des comportements à très longue distance. C'est une matière qui fait qu'une petite modification ici a un impact très loin. Et je crois que c'est profondément lié à la nature polypeptidique de cet objet. Et je crois que c'est le seul polymère biologique qui a cette propriété-là poussée si loin, et c'est ce qui explique, de mon point de vue, pourquoi ce sont des chaînes polypeptidiques qui sont utilisées comme enzymatiques, comme enzymes, et que s'il y a eu une évolution, s'il y a une possibilité d'évolution, ce n'est que parce qu'il y a des objets biologiques, comme les protéines, qui ont cette adaptabilité et cette capacité de répondre de cette façon-là. À partir de donc ce mutant s'est avéré, en effet, sous pression sélective d'oxydation d'octane, en effet, d'être capable d'oxyder l'octane, bien mieux que ne le faisait en noir, vous avez le BM3 de départ. Vous voyez, il est pas très capable vraiment une très petite activité du côté de l'octane, et par contre une très bonne activité, enfin une bien meilleure activité pour le mutant. Et vous le voyez, dans ce cas-là, la capacité à oxyder les substrats naturels, qui sont ces acides gras, est maintenue et même améliorée d'une certaine façon ici. Mais ce qui est observé, c'est que pour le coup, ce mutant est aussi capable d'oxyder des tout petits alcanes, y compris du propane, alors qu'on a visé l'octane. Donc propane. Et puis l'autre remarque, c'est qu'il existe des P450 naturels qui oxydent des alcanes à plus ou moins longue chaîne. Vous les avez représentés ici, vous voyez, hexane, octane, et puis vous avez même méthane. Ça, c'est la fameuse méthane monooxygénase que j'ai évoquée. Et puis certains cytochromes P450, hexadécane, etc. Eh bien, ce mutant particulier, il travaille sur l'octane ou l'hexane, et ce P450 est beaucoup plus efficace sur un petit alcane que les P450 naturels. Donc on peut arriver vraiment à des objets qui sont bien meilleurs que des substrats naturels, que des protéines naturelles. Et en même temps, comme je l'ai dit, l'évolution naturelle a conduit à des protéines qui ont un intérêt pour l'homéostasie cellulaire. C'est évidemment, on peut penser qu'il n'y avait pas de pression pour oxyder de l'hexane. Et donc, à partir de là, à nouveau, cette capacité de descendre jusqu'au propane pose la question alors qu'il n'a pas été résolu, est-ce qu'on peut inventer, et ça c'est des choses qui sont en train d'être développées, mais qui sont qui ne sont pas assez avancées, mais est-ce qu'un jour on arrivera à avoir des systèmes enzymatiques stables qui pourront oxyder donc le méthane en méthanol. Donc j'ai évoqué ce premier aspect de mutation à très loin des sites actifs. Maintenant, je voudrais développer un autre aspect qui est celui de l'importance de la stabilité des protéines. Et ça, c'est quelque chose qui est clé dans l'évolution, dans le chemin évolutif des protéines. Et ça, c'est un travail qui a démarré en 2006 et qui s'est poursuivi ensuite. Et ça, c'est un travail très, très poussé de Frances Arnold. L'intérêt du P450BM3, c'est que à cause de tout ce travail de mutation, il y a aujourd'hui à notre disposition des milliers et des milliers de mutants. Donc on peut choisir dans cette banque des outils pour étudier telle ou telle question. C'est ce qui est fait ici, où on prend deux P450B3 mutés, très différents du point de vue de leur stabilité. C'est ce 21B3 et le 5H6. Notez qu'il y a
8 mutations. Alors, je ne sais pas combien il y a de mutations dans 5H6, il y en a une vingtaine, mais il y a 8 mutations de plus dans 21B3. Alors, ce mutant-là, qui est plus muté que celui-là, est plus instable. Et je vais prendre comme mesure de cette instabilité la température de dénaturation, qui est de 47 degrés dans ce cas-là et de 62 degrés. Donc vous voyez qu'il y a une différence de 15 degrés, donc ces deux protéines sont significativement différentes du point de vue de leur stabilité. Et donc ceci à nouveau est la mesure de la stabilité. Donc plus on est haut, plus c'est stable, plus on est bas, moins c'est stable. Vous constatez que ici on prend 5 substrats différents, pas besoin de connaître leur structure, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. La protéine ici 5H6, vous voyez, est active, un peu active sur celui-là, elle n'est pas active sur les autres. Celle-ci est active sur ce substrat-là, n'est pas active là, nulle part ailleurs. Donc ce sont des P450 qui ne sont actifs que sur ce substrat-là. Et puis on fait de la mutagénèse aléatoire. Donc des centaines de mutants ont été testés. Et on étudie deux choses. On étudie leur température enfin le T ici, la température de dénaturation, d'une part, et on observe que dans tous les cas, vous voyez ici les températures, elles sont supérieures à celles des mutants issus de celui-ci. Ça, c'est une première remarque. La deuxième remarque, c'est qu'il s'agisse d'augmentation d'activité pour un substrat donné, en l'occurrence le premier, puisque c'était le seul qui était actif, et en termes de création de nouvelles activités sur de nouveaux substrats, de façon très très claire, vous le voyez, mais sans regarder dans le détail, il y a beaucoup plus de mutants à droite qu'à gauche. Et c'est ce qu'on revoit dans ce tableau-là. Ici, vous avez le nombre de mutants améliorés sur le substrat qui marchait et puis sur les autres. Et comme vous voyez, ici, c'est le 5H6. Et donc, vous avez 13 mutants. Vous voyez, sur un grand nombre, hein, sur presque une dizaine de milliers, vous avez 13 mutants qui sont améliorés. Par contre, dans l'autre cas, vous n'avez que 3 mutants. Et ça, c'est une première remarque. Donc, beaucoup moins de mutants à partir du P450 le moins stable. Et alors, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que quand vous regardez les températures de dénaturation de ces mutants, eh bien, vous observez que celui qui est le moins stable a une très faible marge de modification de sa température de dénaturation. Vous voyez, si on compare les différents mutants, parce que ici, c'est la température de dénaturation qui est portée en abscisse, vous avez un delta T de l'ordre de 3 degrés. A l'inverse, pour le 5H6, qui a une température de dénaturation beaucoup plus élevée, vous avez une plus grande liberté. Et ça, c'est très très important. Vous voyez ça, il y a un delta T de 14 degrés, c'est-à-dire le moins stable, ici, il y a 14 degrés de différence. Donc il y a une plus grande liberté d'atteindre des mutants, y compris avec moins de stabilité. Et donc c'est la conclusion, 5H6, qui est plus stable, tolère mieux des mutations déstabilisantes. Et grâce à ça, parce que, évidemment, des mutations déstabilisantes, c'est des mutations qui, en effet, ne sont pas bonnes pour la stabilité, mais qui peuvent être bonnes pour l'activité. Et donc, vous pouvez atteindre de nouvelles activités parce que vous vous permettez d'aller chercher des mutations, y compris déstabilisantes, pour atteindre la nouvelle activité. Et donc, ça, on peut mieux accéder à des améliorations d'activité. Donc, en gros, plus une protéine est mutée, plus elle est instable, c'est ce qu'on retient. Ça paraît assez trivial, encore que, bon. Et plus une protéine est instable, et moins elle est apte à évoluer. Donc cette notion de stabilité est extrêmement importante, y compris pour l'évolution naturelle. Juste un exemple, puisque là, voilà un des 5 substrats qui étaient dans la liste. Vous en voyez la structure, maintenant vous voyez qu'il est extrêmement différent d'un acide gras. Et donc c'est pour ça que ces P450BM3 étaient incapables de transformer cette molécule. Eh bien,
si vous mutez cette leucine, là, donc vous voyez ici c'est le substrat, ici vous avez l'hème, mais si vous mutez cette leucine en arginine, qui est important pour permettre de reconnaître ce naproxène, parce qu'il y a une fonction carboxylate ici qui va profiter d'une arginine chargée positivement ici, ça impose un delta T de 10 degrés. Et donc vous avez vu que le mutant le moins instable tout à l'heure était incapable de se permettre une perte de stabilité qui correspond à un delta T de 10 degrés. Vous avez vu que le maximum c'était 3-4 degrés, pas plus. Donc c'est pour ça que jamais ce mutant ne peut aller jusqu'à l'oxydation d'un naproxène. Alors ça c'est résumé ici dans ce papier de PNAS en 2009 qui nous dit deux choses. La première, c'est que évidemment la stabilité, on peut la descendre jusqu'à une certaine limite. Il y a une limite de stabilité. On peut avoir toutes les sortes de stabilité, mais jusqu'à une certaine limite. Au-delà de cette limite, ici, vous passez à des protéines qui ne sont plus viables, qui se dénaturent. Donc vous avez deux cas, vous avez des protéines très stables qui peuvent se permettre, par exemple ici vous voyez une mutation déstabilisante qui correspond à une énergie de 4 kcal par mol, une perte de 4 kcal par mol, vous voyez que vous descendez, mais vous restez au-delà de la limite, au-dessus de la limite. Donc cette protéine va continuer à exister. Elle sera moins stable, mais ce n'est pas un problème. Par contre, cette mutation déstabilisante pourrait apporter une activité tout à fait intéressante. A l'inverse, celle-là, qui est proche de la limite, si elle subit cette mutation, eh bien, elle va être détruite et jamais elle ne pourra évoluer. On a atteint une sorte de fin d'évolution et de fait, elle va disparaître parce que celle-là va, en dépit de la perte de stabilité, va acquérir des propriétés qui vont faire qu'elle va être conservée au cours de l'évolution. Voilà. Alors, on peut dire que, dans une certaine mesure, la stabilité d'une protéine n'est pas essentielle. Enfin, je dis dans une certaine limite, parce qu'il y a toujours cette limite-là, pour fonctionner, mais cette notion de stabilité est absolument essentielle pour l'évolution. Pour tolérer des mutations, y compris non bénéfiques, qui pourraient lui conférer des propriétés supplémentaires bénéfiques. Et donc, il est assez probable qu'un mécanisme par lequel la sélection naturelle, l'évolution naturelle, favorise la capacité à évoluer et de stabiliser les protéines qui font l'objet d'une évolution adaptative et de trouver des compensations aux effets des mutations déstabilisantes. Alors, si on va plus loin maintenant du côté du propane, donc ça c'était une première étape. Et puis, ça a continué. Bon, là, à nouveau, je ne détaille pas à la fois les méthodes, parce que là, c'était assez compliqué, parce qu'y compris, il y a eu de la mutagénèse aléatoire sur les fragments, c'est-à-dire sur les domaines séparés ensuite qui ont été combinés, donc ça a été assez compliqué, mais là aussi, ça a produit énormément de mutants. Et donc là, maintenant, la pression sélective, c'est le propane. Et là, c'est possible parce qu'on part de mutants qui initialement étaient, enfin, qui viennent de BM3, qui initialement ne faisaient rien sur le propane, mais faisaient évidemment sur les substrats naturels les acides gras saturés. Et puis, en évoluant, on arrive vers des capacités de faire du propane, d'oxyder du propane, donc on peut continuer. Et donc, c'est à partir de ces mutants qui avaient une certaine activité, vous voyez, sur le propane, parce que là, c'est des substrats, le substrat, c'est bien le propane, et on fait de l'oxydation de propane, avec une certaine activité de turnover, un très mauvais couplage. Ici, le couplage, c'est le couplage entre la production de propanol et de la consommation du NADPH. Ça veut dire qu'il y a un problème entre la réductase et le cytochrome P450. Mais après toute une série de mutations qui sont introduites, vous voyez, à la fois dans le domaine de l'hème et dans le domaine de la réductase, et ici, vous voyez, pour bien voir que, en effet, certaines de ces mutations-là sont bien dans le domaine du canal du substrat, d'une part, et de l'hème. Vous voyez ici le système héminique avec le substrat là, le substrat naturel, hein, c'est l'acide gras. Eh bien, en touchant à ces résidus,
à nouveau, là, je montre ceux du site actif, mais comme je l'ai dit et que vous allez le voir à nouveau, il y a tout un tas de mutations ailleurs. Vous avez une amélioration considérable en termes de turnover, en termes de couplage, et donc avec des systèmes qui sont vraiment capables de faire de l'oxydation de propane. Voilà, ça c'est ce que je montrais sur l'amélioration. Il y a même des mutations et qui expliquent ces améliorations de couplage entre le transfert d'électrons et l'oxydation du propane. Il y a des mutations, vous voyez, dans la partie de la réductase. Ici, vous voyez le domaine FAD, vous voyez le domaine FMN ici en bleu et l'M. Ici, ce sont des mutations qui sont dans le domaine FAD pour ce résidu, dans où est-ce qu'il est oui, voilà, un autre dans le domaine FAD, et puis ici une autre mutation dans le linker, dans le lien peptidique entre le domaine FAD et le domaine FMN. Là aussi, vous constatez à nouveau, et c'est vrai maintenant ici parce que j'ai indiqué en rouge les sites mutés, et vous voyez à nouveau, j'insiste, vous voyez l'M, il y a des mutations ici très loin. Bon. Donc, et ça, évidemment, vous voyez, c'est quand même très loin du FAD, ça, c'est évidemment très loin de FMN et FAD, enfin, etc. Voilà. Tout un tas de sites qui sont révélés, et à nouveau, qui n'auraient pas été révélés. Enfin, il est peu probable que le chercheur ait imaginé de muter cette proline pour améliorer le couplage entre les systèmes. Donc, on arrive, par ce biais-là, à avancer vers un système qui fait de l'oxydation du propane. On a transformé, donc, on a créé un système enzymatique qui oxyde des tout petits alcanes, et ça n'existe pas dans la nature, et ça n'a jamais été fait, et on va vers le méthane un jour. Voilà. Alors, là, c'est intéressant parce que ça vous montre peut-être assez clairement cette question aussi de stabilité. Vous voyez, si on regarde l'ensemble des mutants, l'évolution des mutants, donc c'est une vraie évolution qui va vers un système de plus en plus performant pour une activité donnée. Vous voyez ici le nombre de turnover, donc on en a de plus en plus. Alors ici, c'est les différents mutants, c'est l'histoire de l'évolution ici. Vous voyez, on a de plus en plus de mutations jusqu'à ce P450 PMO, parce que c'est propane monooxygénase. Donc vous avez de plus en plus de turnover. Vous voyez ici que vous avez une affinité pour le propane qui est de plus en plus forte. Il y a pratiquement, ça fait quoi ça, 200 fois mieux. Vous avez une constante de vitesse qui est de plus en plus grande. Vous avez un couplage de plus en plus efficace. Donc vous voyez, vraiment, on a amélioré le système. Et alors là, il y a une première information qui est un peu troublante, enfin, qui n'est pas troublante, mais qui conduit à une conclusion assez importante de mon point de vue, et c'est une observation qui est constante. Vous voyez ici, on perd l'activité sur le substrat naturel. Et donc, on en arrive à cette conclusion, c'est que il n'y avait pas de pression de sélection pour empêcher que on fasse de l'oxydation sur le substrat naturel. Néanmoins, elle a disparu, cette activité. Elle disparaît à mesure qu'on fait de mieux en mieux l'oxydation du propane. Et donc, ça pose la question de est-ce que les protéines sont adaptées à être généralistes plutôt qu'à être spécialisées. Et peut-être que si on voit autant, d'ailleurs, aujourd'hui, la notion qu'on a d'une protéine, d'une enzyme, c'est qu'elle est hyper spécialisée. Spécialisée dans son substrat, spécialisée dans ses cofacteurs, etc. Donc, et en même temps, Véronique va nous parler de protéines qui sont capables de faire d'autres choses. Mais déjà, j'ai montré ici que, vous voyez, le BM3 naturel, il oxyde des acides gras, mais visiblement, il oxyde aussi d'autres substrats. Donc, en réalité, il y a à la fois la notion que ces fameuses chaînes polypeptidiques, ces protéines, ces objets tout à fait particuliers, sont finalement
peu doué pour être généraliste, et d'une certaine façon, au cours de l'évolution naturelle, les organismes vivants ont quand même produit des systèmes plutôt spécialisés, et c'est probablement une contrainte liée à la chaîne polypeptidique elle-même, à la protéine. En même temps, il y a quand même une certaine flexibilité, mais pas jusqu'à être généraliste. Voilà un petit peu le message que je voudrais donner, et donc on est plutôt avec des systèmes spécialisés. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, et là je reviens sur la stabilité des protéines, c'est que ici, si dans ce travail-là, mais il y a d'autres exemples, si on arrive à une telle performance, vous voyez ici, tous ces points-là, à une telle performance pour l'oxydation du propane, c'est parce que, et au prix d'une, vous voyez, au prix d'une perte de stabilité, hein, le meilleur système pour l'oxydation du propane est un système qui a, vous voyez, qui a perdu pratiquement enfin, plus de 10 degrés de température de dénaturation. Mais il y a toujours une température qui est raisonnable pour les conditions, disons, de fonctionnement. Mais ce qu'il faut noter ici, c'est que vous voyez que cette évolution jusqu'à ce point-là n'a été possible que parce qu'il y a eu une remontée ici de la stabilité. Il a fallu un mutant. Il a fallu un mutant ici qui redonne de la stabilité pour repartir dans un cycle d'amélioration, évidemment avec perte de stabilité, mais par un cycle Parce que si on était resté ici, et c'est d'ailleurs ce qui a été montré dans ce travail, si on était resté ici, c'est-à-dire avec un système, vous voyez, qui est très mauvais en couplage, qui continue à être pas très bon en vitesse, qui a une affinité pas formidable et qui a une petite activité sur l'oxydation du propane, eh bien, on ne serait pas arrivé à ce point-là. Donc, il a fallu une remontée. Oui, voilà, bon, ça c'est à nouveau l'importance de la biologie structurale pour comprendre au niveau moléculaire tout ce que je raconte, c'est-à-dire qu'à partir de structures, de mutants, eh bien, on observe qu'en effet, il y a tout un tas de modifications autour du site actif qui ont fait que le site de fixation du substrat ici est totalement modifié et les cavités sont très différentes et donc ça permet ici de fixer du propane et pas un acide gras. Tout ça est résumé ici, cette notion de changement de stabilité et de spécialisation. Voilà la trajectoire, enfin c'est un assez beau schéma qui montre comment, en partant, vous voyez, du P450BM3 naturel, où vous avez ici en abscisse la longueur de la chaîne alcane. Vous voyez que c'est une enzyme qui est spécialisée pour, en effet, taper sur les alcanes plutôt longs. Il n'y a rien sur propane, butane bien sûr, il n'y a rien, mais par contre il y a un peu sur de l'octane. Et donc, en effet, quand vous faites ce genre de travail, il faut que vous ayez quand même un peu d'activité ici. C'est pour ça que la pression sur l'octane était essentielle, enfin le passage intermédiaire par pression sélective sur l'octane. À nouveau, en tapant sur une pression sélective de type propane, ça ne marche pas. Et puis, à mesure qu'on introduit des mutations, alors, vous voyez, ces chiffres-là indiquent les mutations par rapport au wild type et des mutations par rapport aux précédents mutants. Et vous avez dans chaque figure ici deux courbes, la courbe qui rappelle l'étape précédente et la nouvelle courbe. Et donc, vous voyez quelque chose, et à partir de là, la pression, c'est sur le propane. Parce que dès ce premier, enfin, là, il y a 11 mutations, hein. Donc dès ce premier mutant, vous voyez qu'il y a un peu d'activité propane, donc on peut mettre une pression sélective propane. Et donc vous voyez l'évolution tout au long de ce cycle. La courbe, ici, se déplace vers la gauche, petit à petit. Vous voyez ? Et à la fin, le meilleur système, eh bien, c'est ce fameux P450PMO, qui est le meilleur pour faire de l'oxydation du propane. Et il n'y a plus du tout d'activité sur les alcanes longs. Donc vraiment, on a eu une évolution de la protéine qui est allée d'un substrat de type acide gras vers le propane.
et en se spécialisant. Voilà. Alors, sur cette partie-là, quelques conclusions. Il faut des pressions de sélection progressives. On a commencé par l'octane et on va sur le propane d'abord. Si on commence propane d'abord, ça ne marche pas. La deuxième chose, c'est qu'il faut choisir une enzyme qui a un minimum d'activité ciblée. Si on veut faire de l'oxydation d'alcane, il faut que ce soit une protéine qui sache un peu faire l'oxydation d'alcane. Le BM3 s'y prêtait puisqu'il y avait des oxydations de méthyle. La troisième chose, c'est que la capacité qu'a une protéine d'évoluer est liée à sa capacité d'avoir des activités accessoires ou autrement sa capacité d'avoir une certaine liberté de substrat. Et de ce point de vue, évidemment, si les P450 ont été choisis, c'est parce que, assez spécifiquement, ces protéines-là sont connues pour avoir cette adaptabilité-là. D'ailleurs, je l'ai dit, mais d'autres l'ont dit à d'autres occasions, ce qui est assez extraordinaire dans le système général P450 d'un organisme comme le nôtre, comme chez les eucaryotes, c'est sa capacité à oxyder des molécules que ces enzymes n'ont jamais vues de leur vie et donc sont déjà organisées pour répondre à cette problématique. Je vais terminer sur cet aspect-là, en tout cas sur deux, trois choses. Donc, évidemment, pour évoluer, il faut une certaine stabilité. Jusqu'à une certaine limite, on peut la perdre, mais il faut une certaine stabilité. La deuxième chose, je le redis, c'est donc qu'il faut des activités accessoires. Et par ailleurs, lorsqu'on fait de l'évolution, qu'elle soit naturelle ou pas naturelle, on a une accumulation de mutations de différentes sortes qu'on peut classer de mutations neutres, de mutations bénéfiques et de mutations non bénéfiques. Et en fait, quand on regarde tout ce qui a été fait un peu dans le domaine de l'évolution in vitro, on s'aperçoit que les mutations bénéfiques, il y en a très très peu. Des mutations neutres, il y en a beaucoup, ça peut aller jusqu'à 70%. Et des mutations délétères, il y en a aussi un très grand nombre. Mais ça, ce n'est pas tellement un problème, parce que l'évolution d'une enzyme n'est pas linéaire, comme vous l'avez vu. Je reviendrai là-dessus, mais vous voyez qu'ici, ça paraît linéaire, mais en termes de stabilité, je reprends cette figure, ce n'est absolument pas linéaire, puisqu'à un moment donné, il faut conférer à la protéine une propriété qui n'a rien à voir avec la fonction, c'est-à-dire l'activité enzymatique, pour permettre une évolution qui va améliorer la fonction. Et c'est une forme de couplage épistatique des mutations qui consiste à profiter de mutations qui sont, par exemple, neutres et même non bénéfiques, parfois, et qui peuvent se placer loin des sites actifs pour apporter à la protéine la capacité d'introduire des mutations qui sont bénéfiques pour la fonction. Là, c'est vraiment la capacité d'introduire ces mutations. C'est-à-dire que sans ces mutations loin, qui n'ont pas un effet dramatique sur l'activité enzymatique, la protéine ne pourrait pas accéder à ces fameuses mutations bénéfiques, qui alors là sont plus près des sites actifs. Donc il faut vraiment des choses extrêmement complexes, une sorte de dialectique un peu curieuse entre de la mutagénèse loin et de la mutagénèse près des sites actifs. C'est ce que dit surtout, enfin, je cite ce texte de Pauling, fantastique biochimiste, prix Nobel, qui dit, c'est ce qu'il dit surtout à la fin, mais je lis, enfin, je vais le lire en français alors. Peut-être le plus important est la chose suivante. Il n'y a pas de raison de penser que la quantité de changements fonctionnels, donc la modification de changements fonctionnels dans une chaîne polypeptidique soit proportionnelle au nombre de substitutions, enfin de mutations dans la chaîne. Beaucoup de ces mutations peuvent conduire à
relativement peu de changements fonctionnels. C'est ces fameuses mutations neutres. Where I am here. Alors que le remplacement d'un seul acide aminé par un autre, notamment ceux qui sont proches, peut conduire à un changement fonctionnel radical. Donc, bien sûr, les deux aspects ne sont pas sans lien, puisque l'effet fonctionnel d'une seule substitution, d'une seule mutation, va fréquemment dépendre de la présence ou de l'absence d'un nombre important d'autres mutations. Donc c'est vraiment peut-être ça que j'entends par couplage épistatique des modifications. Voilà, je termine sur cet aspect-là, qui est une autre façon de voir l'évolution et de montrer comment la chimie, là pour le coup, peut donner des directions inattendues aux vivants. Ça arrive, hein, il n'y a pas que la démarche de chimie bio-inspirée qui m'est assez chère, c'est-à-dire partir d'un système vivant, de trouver une réaction formidable qu'on ne sait pas faire et de se dire, eh bien, si je comprends le système vivant, je vais inventer un système chimique purement de synthèse qui va s'inspirer de ce système biologique, qui va le copier d'une certaine façon, et puis on va inventer des réactions chimiques. Enfin, ce n'est pas de la vraie invention puisque ça existe dans le vivant, mais on va d'une certaine façon quand même inventer quelque chose. Là, c'est quelque chose d'inverse qui s'est passé ici, dans la petite histoire que je vous ai racontée, mais j'en ai pour quelques minutes. C'est le fait que, à partir de ces porphyrines métalliques, qui là viennent de l'approche bio-inspirée, ce sont des molécules qui sont des mimes synthétiques du fameux cytochrome P450. Donc on est capable de faire des oxydations. Vous voyez, ici, si le Z est un oxygène, donc à partir d'un donneur d'atomes d'oxygène, on est capable de transformer un alcane en alcool. Donc ça, c'est de la chimie bio-inspirée, si on le fait à partir de porphyrines de synthèse. Mais ce que les chimistes ont montré, c'est qu'on pouvait faire plus que ça. Que la nature ne l'ait pas fait n'est pas étonnant, parce qu'il n'y avait peut-être pas besoin de ce type d'activité à nouveau pour l'homéostasie cellulaire, mais néanmoins, la chimie permet d'ouvrir très largement les vannes. Et ici, les vannes, c'était d'aller regarder comment on pouvait non seulement introduire des atomes d'oxygène, mais aussi des atomes de carbone ou des atomes d'azote, avec des réactifs qui sont évidemment non naturels. Donc des porteurs de groupements nitrène ou carbène. Et la question, c'est est-ce qu'on peut créer un cytochrome P450 qui, non seulement, en plus de faire de l'hydroxylation, de transformer des alcanes en alcool ou des oléfines en époxyde, soit capable, par exemple, de faire des cyclopropanes à partir d'un donneur de type éthyldiazoacétate. Vous voyez cette molécule qui est un donneur de carbène pour attaquer une double liaison et faire cette incorporation d'un CH, d'un CR2 ici. Donc, cyclopropanation. Eh bien, c'est ce qui a été fait. C'est ce qui a été fait. L'idée, c'était... Alors, vous voyez, c'est un travail très récent, Science 2013. C'est je vais faire un cytochrome P450 qui fait comme la chimie. Donc là aussi, la disponibilité de milliers de mutants a permis d'en choisir quelques-uns. 93 variants ont été étudiés et 5 variants ont montré une activité du type que je viens de vous indiquer, cyclopropanation. Alors, je ne rentre pas ici, pas la peine de rentrer dans le détail de la complexité des produits possibles, parce que vous voyez, à partir du styrène et à partir de ce éthyldiazoacétate, vous pouvez faire 4 diastéréoisomères, donc je ne veux pas discuter de la stéréochimie de la réaction. Donc vous pouvez avoir soit le composé trans, soit le composé cis. Le trans, il apparaît ici sur un chromatogramme et les cis, ils apparaissent là. Mais néanmoins, vous voyez que si on prend le P450 BM3 tout seul, il a une petite activité. Il a une petite activité. Donc là, on est sur une position que j'avais indiquée, c'est s'il y a une petite activité, je peux me permettre d'essayer d'améliorer. S'il n'y avait rien,
Je crois qu'on aurait peut-être été en difficulté pour faire. Néanmoins, premier mutant, c'est ce résidu, là, cette tréonine qui est essentielle à l'activité d'hydroxylation qui a été modifiée. Et comme vous voyez, on retrouve, on améliore significativement l'activité, vous voyez le nombre de turnover, etc. Donc c'est celui-là. Vous voyez qu'on est capable de faire d'ailleurs de façon très sélective du trans. Ensuite, deuxième mutant où on mute cette phénylalanine là, à proximité, en valine. Bon, là, ce n'est pas très actif. Par contre, ce qui est, voilà, celui-là n'est pas très actif, il n'est pas présent sur ces chromatogrammes. Mais quand je combine les deux, j'améliore encore le système, c'est ce BM36. Vous voyez, j'améliore le système et je l'améliore encore plus lorsque j'introduis une quatrième mutation. Bon, enfin, voilà, j'ai un mutant qui est capable de faire cette réaction. Et la dernière étape, c'est de dire, est-ce que maintenant je peux faire une bactérie, un être vivant, qui fait cette catalyse, qui fait cette réaction, c'est-à-dire, est-ce que je peux introduire mon cytochrome P450 muté dans, ici c'est Escherichia coli, pour faire une bactérie qui fait ce type de réaction. Donc vous voyez un peu la démarche, on part d'une réaction purement chimique, on fait une enzyme, et maintenant on fait un organisme vivant qui fait cette réaction. Alors là, c'était assez fin comme histoire, parce que, bon, là c'est un peu compliqué, mais je essaye de vous raconter ça essayer de faire ça très simple. Ceux qui connaissent le P450 comprendront aisément. Lorsque le P450 attend de réagir, il est sous forme de fer ferrique, fer 3. Et il doit être réduit, et d'ailleurs j'aurais dû le mentionner, mais cette réaction dépend aussi de la réduction du fer 3 en fer 2. Il faut que le fer soit fer 2. C'est effectivement ce qui se passe lorsque on fait des oxydations, la réaction classique des cytochromes P450. Lorsque le fer est à l'état fer 3, il est à moins 400, enfin son potentiel redox est moins 430 millivolts. Et le NADPH qui est à moins 320 ne peut pas réduire le fer 3 en fer 2. Mais il se passe cette chose un peu particulière que lorsque le substrat se fixe pour faire l'oxydation, par exemple cette oléfine, eh bien le potentiel change, remonte, et à ce moment-là, le fer devient réductible, puisque le potentiel passe au-dessus de moins 320. Et donc ça marche. Mais dans le cas du mutant, il y a eu un problème, parce que in vitro, ça a marché avec du dithionite. Mais le dithionite, vous voyez, a un potentiel très très bas, donc il n'y avait pas de problème. Enfin, je veux dire, il n'y avait pas de problème. Mais dans le cas du BM36, le fameux mutant qui est capable de faire la cyclopropanation, le potentiel ne descend pas assez lorsqu'on fixe le substrat. Lorsqu'on fixe les substrats. Donc il n'y avait pas de réduction. Parce que, à nouveau, le NADPH est trop haut en potentiel. Donc il y a eu une réflexion autour des mutations possibles. Et ce qui a été fait, c'est de muter cette fameuse cystéine qui est si importante dans la vie du P450. Mais dans ce cas-là, ils l'ont mutée en sérine. Et à ce moment-là, le potentiel est passé au-dessus du NADPH. Et à ce moment-là, ça a été possible. Je ne vous demande pas de regarder dans le détail ce tableau, juste retenir que grâce à cette mutation, on a le P411 BM36, et ce tableau est issu donc de résultats qui ont été obtenus à partir d'une souche d'Escherichia coli dans laquelle ont été exprimés ces cytochromes P450, et à ce moment-là, on a créé une bactérie qui est capable, vous voyez, de produire 27 grammes par litre de ces produits, avec de très très bons rendements et avec une stéréosélectivité très très bonne en faveur de l'isomère 6 et avec 99% d'excès énantiomérique. Voilà le dernier exemple que je voulais vous montrer. Bon, il faut conclure maintenant. Oui, il y a d'autres travaux qui suivent. Vous voyez, là, c'est très récent.
Donc, pas simplement faire des cyclopropanations, vous voyez, des travaux de Science, Nature, Chembio en 2013, des travaux dans JAX en 2014, ici pour d'autres types de modifications. Voilà, et ici des travaux récents. Bon. Différents types de réactions qui sont catalysées par des systèmes porphyriniques et qui peuvent être implémentés dans des bactéries pour créer de nouvelles réactions. Donc voilà, j'ai terminé. Je crois avoir dit à peu près tout ce que je souhaitais dire sur ces systèmes. Je voulais vous montrer à quel point les technologies aujourd'hui de modification de ces protéines, sur lesquelles j'ai plus insisté que sur les bactéries, parce qu'à nouveau, c'est plus mon domaine de compétence, mais nos capacités de modification de ces systèmes sont vraiment considérables. On est encore, je crois, assez loin de les avoir de façon routinière dans l'industrie chimique, parce que malgré tout, ce sont des systèmes assez complexes, assez lourds. Hein, enfin, je veux dire, ces technologies d'évolution aléatoires dirigées in vitro. Sans doute, cette approche-là va se poursuivre avec des exploits du type que je vous ai raconté. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, l'année prochaine, je parlerai plus d'applications et de ces approches-là, mais dans des applications autour des grands problèmes de l'énergie, stockage de l'énergie et, comme je l'ai dit, biocarburants, etc. Voilà. Néanmoins, vous n'en avez pas fini puisque Véronique va suivre. Là, ici, je n'ai parlé que de modification de protéines existantes qu'on connaît. Alors, Véronique va parler aussi de protéines existantes, mais on ne les connaît pas encore. Voilà, elle va les chercher dans la biodiversité, et c'est ça qu'elle va nous raconter. Alors, je lui laisse la parole, comme d'habitude, pendant qu'elle s'installe. Je suis prêt à répondre à quelques questions, et sinon, on discutera ensemble à la fin de son exposé. À nouveau, merci d'avoir participé à ces cours pour ce qui me concerne. Et je laisse la parole à Véronique.